Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Savoya Congo, la chaîne qui vous informe. Hier, vous avez vu à travers les images, Savoya Congo était sur le terrain pour vous informer la manifestation des l'UDPS pour protester contre l'élection de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Il y a eu des casses, mais aussi des pertes en vie humaine. Ce sont des informations qui confirment Augustin Kabouya. On va chercher à comprendre pourquoi, alors que initialement annoncé comme marche pacifique, et après, on a vu des dégâts. Est-ce qu'il y a eu des infiltrés qui ont fait ces dégâts? Le président de la République, lui, est revenu au pays hier même, avant qu'il ait des manifestations en direction de Belgique, où il a passé quelques jours en visite privée. On va essayer d'analyser parce que justement, hier après son arrivée, il a tenu une réunion avec le militaire congolais. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui est caché derrière toutes ces actions. Pour en parler, nous avons reçu pour vous le docteur Noël Tiani Mwadianvita. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir sur Savoya Congo. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Première question, manifestation UDPS, qu'est-ce qu'il faut retenir? Moi, j'ai vu des Congolais. Je n'ai pas vu un seul parti politique, mais j'ai vu des Congolais, donc le peuple, manifester son mécontentement sur le choix de Ronsard Malonga comme président de la CENI, choix qui a été entériné par l'Assemblée nationale d'une façon très cavalière. Quand j'ai vu cela, je me suis dit que, voilà, nous venons de fêter 60 ans d'anniversaire de l'indépendance de la RDC. Et nous avons tous fait le constat que le Congo a échoué. Nous n'avons pas bien géré notre pays pour le développer au profit de tous. Des gens qui arrivent à atteindre l'âge de 60 ans, on estime que ce sont des gens qui sont devenus mûrs. Et quand ils sont mûrs, ils tirent les leçons de l'échec du passé et ils appliquent ces leçons à l'avenir pour ne pas répéter la même chose. Dans le passé, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons manqué de vision commune pour le développement du pays. Nous avons manqué de mobiliser toute la population congolaise pour s'insérer dans la dynamique du développement. Nous avons eu des institutions qui étaient contestées à tous les niveaux. On a connu des élections, mais qui étaient des élections théoriques, mais dans la pratique, ce n'était pas des élections comme telles. Il y a eu donc des nominations. Le peuple congolais a mûri, est arrivé à la conclusion que ce que nous avons fait dans le passé n'a pas été bon pour l'avenir de la RDC. Nous demandons maintenant qu'on mette en place des institutions qui sont crédibles, qui répondent aux besoins de stabilité continue du pays, mais également qui apaisent les tensions pour qu'on n'ait pas des gens qui sont mécontents, qui soient en dehors des institutions et qui déstabilisent en quelque sorte la paix sociale dans le pays. On se serait attendu que cette leçon ait été admise. La première institution à laquelle on doit l'appliquer, c'est la CENI, pour la désignation du nouveau président de la CENI, parce que dans le passé, en 2018, nous avons connu une CENI qui était très contestée, qui ne répondait pas à ce que le peuple congolais voulait voir et qui nous a donné ce qu'on a appelé communément des élections chaotiques. Maintenant, quand les confessions religieuses et la société civile se sont réunies pour désigner le nouveau président de la CENI, je pense que la leçon du passé n'a pas été bien apprise. Ils ont refait des erreurs qui risquent de déstabiliser la RDC en tant que pays. Quelles sont les erreurs qui ont été commises? La première des choses, c'est que toutes les confessions religieuses n'ont pas assisté au choix du nouveau président de la CENI jusqu'au bout, au point de refuser même de signer le compte rendu après cette sélection-là. Ça montrait déjà un malaise. Les catholiques, les protestants se sont retirés et ont crié au scandale. On dit que nous n'allons pas entériner donc ce choix-là. Moi, je pense qu'à partir de ce moment qu'il y a eu contestation, il fallait qu'on s'arrête là et qu'on trouve intérêt d'attendre avant d'aller en avant. Mais ils ont ignoré donc ces alertes-là. Ils sont allés vite à l'Assemblée nationale qui est en majorité tenue par les gens du FCC. Janine Mabunda a organisé ce que j'appelle un vote cavalier, donc on dit d'une façon cavalière, un vote qui n'était pas très transparent. J'ai vu sur la vidéo, lors de l'organisation de ce vote, j'ai vu des députés crier au scandale en disant non, nous n'allons pas voter.
ce n'est pas correct, ce n'est pas acceptable. Il fallait qu'on s'arrête déjà à ce niveau-là. Bien au contraire, Janine Mabunda a refusé d'écouter donc la voix des autres. Elle a estimé qu'ils ont la majorité, ils peuvent faire du n'importe quoi. Ils ont entériné la sélection contestée donc de Richard Malonda. Mais je voudrais revenir en arrière pour souligner quelque chose d'extrêmement grave pour notre pays. C'est que les confessions religieuses qui statuaient sur le choix du futur président de la CENI ont mis un critère sur la table qui est anticonstitutionnel, en disant qu'ils acceptent les candidatures de tout le monde sauf des candidats originaires du Grand Kasaï. C'est une discrimination et notre constitution ne permet pas ça. La constitution donc dit que tous les Congolais sont les mêmes. Pourquoi est-ce qu'on doit dire on ne doit pas accepter les candidats du Grand Kasaï sous prétexte que le président de la République vient de là? Mais nous avons connu Joseph Kabila, qui était président de la République lors de 2 ou 3 élections successives, qui étaient des candidats, qui étaient des présidents de la CENI pendant la mandature donc de Joseph Kabila. On a connu les Baswahili, il s'appelle comment, Ngoï Mulunda, Malumalu et actuellement Nanga, tous des Baswahili. Pourquoi la Constitution n'était pas appliquée d'une façon discriminatoire en Somalia pour exclure les gens swahiliphones pour qu'ils ne puissent pas diriger la CENI? Donc, c'est un argument qui est contraire à notre Constitution. Rien que sur ça, la sélection de Ronsard Malonda, elle est nulle et non avenue. Et d'ailleurs, je voudrais maintenant que les gens puissent tirer les conséquences. Il y a un élément important qui s'est présenté dans cette sélection-là. C'est que Ronsard Malonda a été présenté par quelqu'un qui soi-disant représentait l'église kimbanguiste. Monsieur le révérend Elé Bakatalaï, que je connais bien et pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération. On l'a présenté comme étant un kimbanguiste. Il s'est fait qu'aussitôt après le choix, le chef spirituel de l'église kimbanguiste a rejeté la sélection de Ronsard Malonda en disant, un, qui n'est pas kimbanguiste, et deux, qu'on n'avait pas mandaté quelqu'un pour pouvoir le désigner. Donc il y a eu faux et usage de faux. Je vois déjà qu'il y a quelqu'un qui a saisi le procureur général de la République pour statuer sur ça, et je suis sûr que la justice va trancher en annulant la sélection de Ronsard Malonda pour faux et usage de faux. Donc il y a toute une combinaison de facteurs qui font que moi, le conseil que je peux donner est le suivant. Ronsard Malonda, c'est un jeune homme. Apparemment, il a beaucoup d'expertise dans le domaine électoral. Il peut jouer un rôle non pas simplement au Congo, mais également sur le plan africain. Moi, je voudrais lui conseiller de ne pas être au centre d'une polémique qui, d'ailleurs, entraînait perte de vies humaines. Il aura ça sur sa conscience. Je voudrais lui proposer carrément de abdiquer en disant volontairement je ne veux pas être le sujet de déstabilisation de mon pays. Je retire la nomination ou j'annule la nomination, je retire ma candidature actuellement, quitte à se représenter quand on va relancer le processus. S'il y a d'autres candidats qui vont se présenter, il peut toujours se présenter, on peut examiner en Somalia de façon transparente. S'il est sélectionné au bout de compte, eh bien, il sera retenu. Et s'il n'est pas sélectionné, il faut qu'il s'incline de façon démocratique par rapport donc aux autres candidats. Mais est-ce que les problèmes se trouvent au niveau de la personnalité des Ronsard ou c'est le système de la CENI qui est corrompu? Les deux. Le système de la CENI doit être réformé. Et nous voulons que ces réformes interviennent avant qu'on puisse désigner les animateurs de la CENI. C'est la première chose. Mais la deuxième chose maintenant, le problème se trouve au niveau de la personne de Ronsard Malonda. Pourquoi? Parce que ce n'est même pas lui en tant qu'individu, mais en tant que quelqu'un qui a travaillé pour la CENI, qui a organisé des élections frauduleuses en 2016 et 2018. Pourquoi? Parce que quand on a organisé des élections frauduleuses, donc en ce moment-là, nous avons tous assisté à des résultats qui étaient contestés. On ne voyait pas la crédibilité des élections, des résultats qui nous ont été présentés. On nous a même dit qu'il y a des députés nationaux ou des sénateurs ou des députés provinciaux qui n'ont pas été élus, mais ils ont été nommés. Est-ce que nous avons besoin donc d'une telle CENI? Donc, Ronsard Malonda était l'une des personnes au centre de l'organisation de ces élections-là. Donc, on ne peut pas avoir fait partie d'une institution qui a perdu crédibilité et sortir de là être crédible.
On ne peut pas avoir fait partie d'une institution qui a manqué de moralité et d'intégrité dans l'organisation des élections et sortir de là, être intègre et avoir de la moralité. Donc, rien que sur ce point-là, moi, mon point de vue personnel, c'est que pour la crédibilité du futur processus électoral, pour la crédibilité des élections que nous allons organiser en 2023 ou 2028 ou après cela, pour la crédibilité de la RDC en tant que pays, il ne faut pas que le nouveau président de la CENI ou le futur président de la CENI sorte de cette moule-là mafieuse qui avait organisé des élections antérieures qui avaient été contestées. Mais est-ce que le fait, par exemple, aussi de ramener à la tête de la même CENI la personne qui n'a jamais participé à ce genre de choses, est-ce qu'il ne faudra pas recommencer dans la case du départ parce qu'il faut la formation à cette personne? Non, mais il y a des Congolais qui ont de l'expérience, qui ne vont pas venir là-bas comme des amateurs. Quand on dit qu'il faut quelqu'un de neuf, cela ne veut pas dire qu'il faut prendre quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans les questions électorales. Il y a des gens qui ont de l'expérience à revendre, qui ont travaillé dans les questions électorales, non pas simplement au Congo, en Afrique ou ailleurs. Ces Congolais-là, on voudrait autoriser qu'ils puissent être candidats. Je donne l'exemple. Parmi les candidats qui avaient été éliminés, soi-disant qu'ils viennent de l'espace kassaïen, je connais personnellement un candidat, mais qui est calé dans les questions électorales. Il s'agit donc de M. Sapou. M. Sapou, il a travaillé dans les questions des droits de l'homme. Il doit être basé soit en Belgique, soit en France. C'est quelqu'un de très crédible. Donc, des gens comme ça ont de l'expérience qu'ils peuvent partager avec le reste. Mais je veux que le processus soit transparent, qu'on invite tout le monde qui pense qu'il a de l'expérience, qu'il a de la moralité, de l'intégrité et qui voudrait participer de façon transparente au fonctionnement de la CENI, à l'organisation des élections, qu'on invite tout le monde à poser sa candidature et qu'il y ait un comité diversifié, qui inclut les gens de la société civile, qui inclut les confessions religieuses, qui inclut pourquoi pas donc des gens indépendants comme nous, et qui inclut peut-être un représentant de la présidence de la République, parce que le président de la République, à l'issue du Conseil des ministres, a déclaré qu'il a trouvé que le processus était entaché d'irrégularité et il veut qu'on refasse les choses à zéro. Donc on peut faire un comité de sélection diversifié qui va recevoir les candidatures de tous ceux qui veulent être candidats. On va les analyser, on va les classer et on va choisir les meilleurs. Les meilleurs, on va même les interviewer. Ils vont passer devant ce comité pour se défendre, pour expliquer ce qu'ils comptent faire avec la CENI. Et à la fin de la journée, on va sélectionner quelqu'un de façon transparente, mais quelqu'un de bien qualifié qui va représenter valablement et la CENI et la République démocratique du Congo. Manifestation pacifique, plus d'une personne tuée à balles réelles. Est-ce qu'il faut interpeller les acteurs qui ont pris par exemple la 7 mars, ou tout simplement il faut remanier la façon de faire les choses de la police nationale congolaise? Il faut faire les deux. Moi, je suis fatigué de voir nos compatriotes perdre leur vie pour des questions qui pouvaient être résolues de façon pacifique, à l'amiable. Je ne veux pas qu'on ait un gouvernement qui, chaque fois que les gens protestent, soit un gouvernement, soit des regroupements politiques, soit que les gens disent que ça, ce n'est pas bon, et il y a des gens qui pensent qu'ils ont le droit d'imposer leur volonté sur le reste de la République. Ces manifestations auraient pu être évitées si le Front commun pour le Congo n'avait pas tenu mordicus à maintenir Ronsard Malonda comme étant le choix définitif pour la présidence de la CENI. Donc, moi, je voudrais blâmer ces gens du Front commun pour le Congo, là, qui se comportent comme des mafieux dans notre pays. Ils ont fait assez de tort à notre pays et il est temps qu'ils puissent se remettre à leur place. Pourquoi? Parce que si ça continue comme ça, moi déjà, avec les morts qu'on a enregistrés, je veux qu'on interpelle les gens au niveau de la justice. Ceux qui ont poussé les gens à cette confrontation-là, c'est ceux qui ont refusé qu'on puisse écarter donc la candidature ou bien la sélection donc de Ronsard Malonga et qui ont poussé le peuple à aller sur la rue pour pouvoir protester. Donc, je veux qu'on recommence le processus à zéro, mais qu'on tienne aussi les responsables coupables, qu'on les tienne, les coupables, qu'on les tienne responsables de leur comportement, éventuellement qu'on les amène à la justice et qu'il y ait des sanctions exemplaires pour que toute question congolaise ne doit pas être résolue par des manifestations confrontationnelles donc sur la rue.
qui aboutissent donc à des pertes de vies humaines. Vous parlez du FCC qui a refusé par exemple d'écarter la candidature de Ransard Malonda, mais je tiens aussi à vous signaler que le gouverneur de la ville en sa qualité a refusé qu'il ait une marche parce que le PPRD a demandé la marche, l'UDPS également, et il a demandé qu'il n'ait pas de marche sur l'étendue de la ville, mais quand même l'UDPS a tenu à manifester. Et je signale également que pour les comptes du PPRD par exemple, le siège de Sendoué a été brûlé. Oui, je condamne toute violence, quelle que soit la personne qui est victime de la violence, que ce soit le siège du PPRD, de l'UDPS, ou j'ai même entendu qu'il y a un parti politique, donc le siège du parti de Steve Mbikaï. Je condamne toute violence et toute attaque sur les biens privés ou les biens publics. Ce n'est pas congolais et il faut qu'on change cette mentalité-là. Maintenant, après cette condamnation, je considère aussi que quand on a des autorités, et que des autorités prennent des décisions qui font du sens, il faut parfois que les partis politiques ou des leaders d'opinion puissent raisonner plutôt que de braver toujours. On ne gagne pas toujours en étant en confrontation avec le pouvoir en place. L'autorité urbaine, monsieur, il s'appelle comment, monsieur Ngobila, avec son équipe donc au niveau de l'hôtel de ville, et également le ministre de l'Intérieur avait pris position en disant, parce que nous sommes pendant la période donc de l'état d'urgence. On évite donc des attroupements de plus de 20 personnes donc dans les rues. Je crois que si on s'était tenu à cela, et j'ai même compris qu'il y a eu une discussion entre le vice-premier ministre de l'Intérieur avec les représentants des différentes parties concernées. Je pense qu'on aurait dû trouver une solution à l'amiable plutôt que de chercher toujours midi à 14h et midi à 14h qui aboutit pas de perte de vies humaines. Ça, c'est la première chose. Mais l'autre côté aussi, il faut que ceux qui sont concernés, on les amène à la raison. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui qu'il y ait une autorité qui convoque les différentes parties prenantes autour d'une table de discussion en tant que Congolais. Je ne sais pas si cela peut être fait, je ne sais pas à quoi sert ce Premier ministre là, mais le Premier ministre pouvait prendre l'initiative de convoquer autour de lui les représentants du FCC, les représentants de l'UDPS ou du CACH, les autres regroupements politiques, la force du changement, tout le monde, la société civile, tous ceux qui ne sont pas contents, mais également tous ceux qui soutiennent Malonda. Autour de la table, qu'on examine ce qui s'est passé, qu'on prenne une décision et qui s'applique à tout le monde. Je crois que cette façon d'essayer de trouver des solutions de façon consensuelle nous éviterait donc des casses et nous éviterait surtout des pertes de vies humaines inutiles. Vous savez, dans un autre pays, quand un citoyen perd de vie, un individu, ça peut entraîner la chute du gouvernement. Ça peut entraîner la chute du gouvernement. Il ne faut pas qu'on s'habitue ici à avoir des Congolais qui meurent comme des oiseaux et la vie continue demain comme si rien n'était. Il faut que quelqu'un soit tenu responsable. Et je veux que le gouvernement de Ilunga Longamba nous donne des explications sur cette question ici et qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela ne puisse pas se reproduire dans l'avenir. Et pour terminer, le président de la République est revenu au pays hier très tôt le matin, après un voyage privé à Bruxelles, mais après être arrivé ici à Kinshasa, il a convoqué en urgence une réunion avec les militaires. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Je ne connais pas ce qui a justifié la convocation de cette réunion-là. C'est une question qu'il faut poser au président de la République ou bien à ceux qui communiquent pour lui. Si je savais de quoi il s'agissait, je vous aurais donné des commentaires. Mais s'il a convoqué une réunion et que c'est tenu confidentiel, comment voulez-vous que je puisse me prononcer sur quelque chose que je ne connais pas? Donc je ne sais rien. Je pense que toute position qui est prise par le chef de l'État, ça doit être quelque chose de très important pour le pays, pour la stabilité du pays. Et je ne peux pas commenter là-dessus. Voilà tout, nous sommes arrivés à la fin et l'occasion pour vous de nous dire votre dernier mot par rapport à cette interview. Encore une fois, je voudrais personnellement appeler les gens à mettre en avant l'intérêt supérieur de notre pays avant des considérations personnelles ou des positionnements personnels. Nous sommes en train de traverser une période extrêmement critique pour la stabilité et le futur même de la République démocratique du Congo. J'invite tout le monde à lire sur Internet ce que le rapport qui est présenté par RFI, la Radio France Internationale, sur ce qui se passe dans le domaine bancaire au Congo. On réalise que notre pays est assis sur une poudrière. Nous sommes aujourd'hui avec un taux d'échange de $1 égale à 2000 francs congolais.
il n'y a pas longtemps, en 1998, $1 était égal à 1,3 francs congolais. Donc, sur une période de 22 ans d'existence du franc congolais, de gestion du pays par nous, les Congolais nous-mêmes, qu'est-ce que nous avons constaté? Notre monnaie nationale a perdu près de 200 000% de sa valeur. Mais c'est très grave. Le pouvoir, au lieu de nous mettre ensemble, de travailler avec développer la RDC rapidement au profit de tous, nous sommes en train de nous tirer toujours vers le bas. Si nous continuons à ce rythme ici, j'ai peur que les 60 prochaines années ne vont plus voir l'existence de la RDC en tant que pays. Nous n'allons plus exister parce que nous serons absorbés par d'autres personnes. Je voudrais inviter tout le peuple congolais à prendre conscience du danger que guette notre pays, pour que nous puissions désormais revenir peut-être au bon sentiment en tant que citoyens du même pays, qu'on redéfinisse la vision de développement que nous devons tous mettre en œuvre. Et si nous le faisons, je vous assure que ce pays va créer des opportunités pour tout le monde. Les gens de l'UDPS, du FCC, les gens de l'AMOCA, les gens de la Force du Changement, tout le monde va trouver son compte dans une bonne gestion des ressources publiques, dans une bonne gestion de la République démocratique du Congo. Donc, s'il vous plaît, mettons-nous ensemble. Mettons de côté ces considérations personnelles et surtout des considérations tribales pour que nous puissions remettre le Congo sur la voie du développement économique et social durable qui va profiter à tout le peuple congolais. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous tous qui nous avez suivis à travers Savoya Congo. Merci à Moura également qui était derrière la caméra pour la réalisation de ces tranches d'informations. Je vous dis point et à bientôt. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, l'an 1 des Baseya Nenanga. Métamorphose et décollage de la province du Haut-Ouélé. À la manœuvre, Christophe Nanga. Avec abnégation et patriotisme, les gouverneurs Baseyan est déterminé à lancer la province du Haut-Ouélé sur la voie du développement intégré. Interview, prise en charge des malades, la maîtrise de la propagation du coronavirus. Docteur Eteni répond à toutes les questions. Économie, la baisse des prix, les combats permanents d'Acacia, Bandoubola. Dossier Eshima, mécanisme national des suivis historiques et réalisations. Focus, Sele Yalagouli propose des nouveaux paradigmes de développement indispensables à la relance de l'économie. Nation, championne du social, Agnès Mouad Nawej et la CNSS offrent $1 million dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Moussa Mondo sensibilise et prend en charge des personnes vulnérables. Parité, Olive Lembe Kabila, modèle de générosité et d'entrepreneuriat féminin. Afrique, un déconfinement aux multiples facettes. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.